on va commencer la masterclass et les dernières personnes nous rejoindront. Alexandre, comment vas-tu? Ben, très bien, ravi. Merci en tout cas à tout le monde qui prend un peu de temps de son samedi. Moi, c'est Tout à fait. l'après-midi déjà, hein. Il est 13 heures à Madagascar, mais Ah le oui, les matin 13 heures. Ah ouais, pour les d'accord. Ivoiriens, entre autres, Très ou bien. l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Ben, écoute, je vais arrêter mon partage d'écran parce qu'on va passer à un face caméra, un petit exercice brise-glace qu'on aime faire au démarrage de la masterclass pour découvrir l'expert sous un autre jour. Ben, du coup, c'est bon. Alexandre en plein écran, parfait. On a trois questions pour toi. Tu es prêt, Alexandre? C'est O- trois questions simples, hein. Mais c'est des questions simples, mais des réponses derrière qui nous permettent de te découvrir autrement. Alors, Ok. première question pour toi, Alexandre. Alexandre, en un mot, c'est quoi? Et pourquoi ce mot? Ah, on commence tout de suite par des questions difficiles. Oui, oui. En... Bon, en un mot, je dirais l'énergie, parce que ça me caractérise assez bien d'un point de vue professionnel. Puis je pense que, du moins, les gens qui m'entourent savent que on va dire, je déborde plutôt d'énergie, de projets, et j'ai toujours pas mal d'idées. Donc, je dirais l'énergie, voilà, en un mot. En un mot, très bien. C'est quoi la principale leçon, si tu devais en retenir qu'une seule, qui a marqué ton parcours entrepreneurial ou professionnel globalement? S'il y a une leçon que tu devais retenir. Hmm. Euh, je pense qu'il faut rien prendre pour acquis, que ce Hmm. soit dans les succès ou dans les échecs. Et, ça force à la résilience, le fait de pouvoir se relever d'un échec et aussi, entre guillemets, ne pas trop prendre la confiance quand on a une réussite. Déjà, comprendre pourquoi on réussit. Parce que souvent, on analyse plus les échecs que les réussites, mais c'est aussi important de comprendre ses réussites. Et voilà, de rester, je ne vais pas dire rester sur ses gardes, c'est pas vraiment l'idée, mais plutôt voilà, ne rien prendre pour acquis. Ne rien Toujours prendre pour acquis construire, et toujours se avancer. remettre en question. Très bien. La troisième question, je vais un peu la reformuler parce que d'habitude, je la pose, tu verras pourquoi je te dis ça. C'est d'habitude, je demande quel conseil tu donneras à Alexandre il y a 20 ans. Dans son cas, toi, je vais dire il y a 15 ans alors. Ouais, il y a 15 ans. Après, je suis pas, j'ai pas trop le caractère de regretter les choses et donc bien sûr, quand on vit un échec, moi ça a été au début, hein, donc de ma carrière, c'est-à-dire je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après les études. Oui, J'aurais préféré réussir comme tout le monde, mais je suis content d'avoir raté parce que ça a permis de réussir par la suite. Euh, je lui dirais, va plus dans les détails. ah Va ouais. plus dans les détails, analyse plus un peu de... Voilà. Ça, c'est un de mes défauts, entre guillemets, de parfois aller trop vite dans l'implémentation et peut-être ne pas avoir, surtout aux jeunes, ne pas avoir assez de, comment dire, de vision stratégique et analytique. Voilà, ce qui m'aurait peut-être permis d'éviter, d'esquiver quelques pièges, entre guillemets, sur la route. Je comprends. Très bien. Et peut-être une dernière question. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Bon, moi, j'aime pas la question de l'animal. Mais je vais répondre vite, mais je dirais le caméléon, mais juste parce qu'on est à Madagascar et que j'aime bien chasser les caméléons. Enfin, pas chasser, mais chercher les caméléons dans les buissons avec mon fils le week-end. Voilà, ils sont toujours très difficiles à débusquer, donc le caméléon. Et puis bon, en plus, c'est Madagascar et le fait de se remettre en question, voilà, de s'adapter, le caméléon est très fort pour ça. C'est vrai. Non, c'est très bien. Écoute, tu as vu que c'était pas si compliqué, hein? C'était trois, quatre questions simples. Voilà. et, et auquel tu as répondu. Je vais juste résumer, hein, pour les dernières personnes qui nous ont rejoints à l'instant. On vient de finir le brise-glace d'Alexandre Castel. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Alexandre Castel en quatre questions. Alexandre, c'est l'énergie. Il est caractérisé par l'énergie, donc déjà parce qu'il évolue dans le secteur de l'énergie, mais également sa nature, c'est quelqu'un d'énergie qui déborde d'idées. La leçon principale qui a marqué son parcours professionnel, c'est de ne rien prendre pour acquis, toujours se remettre en question, parce que notamment ça force la résilience et aussi il faut pouvoir prendre assez de recul pour analyser des succès quand on a des succès. Donc ne rien prendre pour acquis, autant aussi bien les succès comme les échecs. Le conseil qu'il donnerait au jeune Alexandre il y a 15 ans, quand il démarrait sa carrière, c'était d'aller beaucoup plus loin dans les détails, analyser les choses et ne pas aller beaucoup trop vite.
prendre du recul et essayer de développer cette vision stratégique et analytique qui aujourd'hui lui permet de réussir, si je peux dire ça comme ça. Et enfin, Alexandre en un animal, ce serait le caméléon. Caméléon parce que Madagascar, parce qu'il aime aller chasser, aller chercher les caméléons, et aussi parce que le caméléon, c'est très difficile à débusquer. Ça s'adapte très vite à ses différents environnements, et je crois que c'est ce que tu fais aujourd'hui dans ton boulot. Est-ce que c'est bien On résumé? essaye. On essaye, on essaye. Oui, très bien, très bien. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Et avant que je passe à la présentation d'Entourage, peut-être toi, est-ce que tu as un mot sur Entourage, l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui? Non, bah oui, enfin, déjà vous féliciter, je trouve que l'initiative est vraiment intéressante. Le fait, c'est vrai qu'on ne valorise pas en fait tous les savoirs de professionnels qui sont entre guillemets dans le business et c'est vrai que ils paraissent souvent, comment dire, injoignables et votre initiative permet de créer des ponts qui ne pourraient pas exister autrement et puis de valoriser justement ses connaissances, ses savoirs, autant d'un côté que de l'autre. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer et ouais, je trouve, j'en suis ravi et je vous encourage à ce que ça puisse se développer bien sûr encore plus. Super. Et merci de jouer le jeu parce que pour les personnes qui nous découvrent, tous les samedis, à là sur Entourage, chaque samedi, il y a un expert qui passe pour venir nous former sur sa thématique d'expertise. Et ce samedi, c'est le cas d'Alexandre Castel. Je me présente, mesdames et messieurs, je suis Raouda Taminou, je suis la fondatrice d'Entourage. Et comme l'a dit Alexandre, Entourage, c'est une initiative qu'on a mis en place pour vous aider, vous, qui avez un projet ambitieux en Afrique, que ce soit un projet de carrière ou un projet d'entreprise, et vous cherchez des conseils fiables, mais notre réponse pour vous, c'est d'arrêter de chercher. Vous avez l'ambition, nous avons les experts pour cela. Nous avons mis en place cette plateforme pour démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan en Afrique. Il y a plein de visages que vous reconnaissez. Là, c'est des visages de personnes qui sont reconnues aujourd'hui en Afrique comme les meilleurs de leur domaine, comme des leaders, comme des devanciers. Et ils sont là pour vous aider à accélérer votre trajectoire en Afrique. Comme je disais, c'est des experts qui sont des devanciers, qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous et qui peuvent vous apporter des réponses sur comment ils ont résolu ces problèmes. Donc, des pistes de succès, mais également des échecs qu'ils ont connus. Ils peuvent vous faire gagner du temps sur ça. C'est des experts qui sont des décideurs. Beaucoup d'entre eux sont des chefs d'entreprise, comme Alexandre aujourd'hui, qui sont à la tête d'entreprise et ils peuvent vous apporter des opportunités si votre besoin est bien sûr pertinent et qualifié. Et c'est des experts qui sont des facilitateurs. Ils vous connectent, vous mettent en relation avec les bonnes ressources, les bons contacts si votre projet est pertinent. Ça se passe sur www.entourage.africa, la plateforme sur laquelle vous retrouverez tous ces experts. Aujourd'hui, on a 90 experts de premier plan qui nous font confiance. En moyenne, c'est plus de 20 ans d'expérience qu'ils ont chacun à leur niveau. Il y a plus de 20 nationalités représentées. Ils couvrent à eux tous plus de 30 secteurs et ils ont travaillé en tout et pour tout dans 35 pays en Afrique. Donc, tout ça pour dire quoi? Peu importe le besoin que vous avez aujourd'hui par rapport à votre problématique de business ou de carrière en Afrique, on est quasiment sûr qu'il y a un expert sur Entourage qui pourra vous aider et vous partager son expérience en vous donnant des conseils fiables pour aller beaucoup plus vite. Comment ça marche? Quand vous allez sur la plateforme www.entourage.africa, vous pouvez réserver des appels vidéo payants de 30 à 60 minutes avec ces experts-là et vous pouvez leur poser vos questions et comme ça, vous obtenez des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre business. C'est aussi simple que ça. Vous accédez à des experts de qualité, d'habitude inaccessibles. Vous leur posez vos questions et vous obtenez des conseils personnalisés. Et comme ça, vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement en Afrique. Ça fait plus de 1 an qu'on existe avec des parcours transformés grâce aux conseils précieux de nos experts. Les clients sont contents, ils évaluent les experts à chaque session, ils en sortent boostés et capables d'oser plus pour aller beaucoup plus loin en Afrique. On espère que ce sera également votre cas à vous. Et pour aller plus loin, on a développé récemment Entourage Plus, qui est un espace de réussite pour nous, vous et moi, les jeunes professionnels ambitieux qui sont en Afrique ou qui veulent rentrer en Afrique. On vous apprend à répliquer les parcours des vrais succès africains en vous décryptant à travers des études de cas comment ces experts ont fait pour en arriver là où ils en sont. Donc, c'est un espace où on vous partagera chaque semaine des contenus exclusifs. Vous avez également accès à une communauté privée engagée qui passe à l'action. Et surtout, vous avez des accès privilégiés pour poser des questions en avant-première à nos experts ou pour networker à travers des événements de haut niveau. C'est un espace qui est accessible sous un abonnement. On en reparlera par la suite. Mais aujourd'hui, c'est un samedi, donc masterclass tous les samedis à 10h GMT. On est avec M. Alexandre Castel, le directeur commercial de We Light Africa, qui est basé à Madagascar, et qui va nous faire une keynote sur comment on transforme les échecs entrepreneuriaux en Afrique en moteur de croissance dans l'énergie
et s'en suivra son étude de cas sur comment il a réussi à mettre en place un modèle commercial durable dans l'énergie en Afrique. Alexandre, la parole est à toi. Merci. J'arrête mon partage d'écran. Ok. Et moi, je commence le mien. Tout à fait. C'est bon? C'est bon, on voit. Ok. Mais pour faire le lien, je dirais, si j'avais eu un entourage à l'époque où j'ai lancé Station Énergie, enfin du moins ma première expérience entrepreneuriale, ça aurait pu m'aider et me faire accélérer sûrement. Donc encore bravo pour cette initiative. Merci. Donc oui, bon, tu m'as déjà un peu présenté, mais souvent on me demande comment je me suis retrouvé à travailler en Afrique dans le domaine de l'électricité, de l'accès à l'énergie. Et c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose d'évident. Je veux dire, je n'avais aucun attrait, enfin pas attrait, mais aucun lien direct avec l'Afrique. Mais c'est un certain nombre de choses qui se sont structurées pendant, on va dire, ma jeunesse. Je vais raconter une anecdote, mais elle est un peu la base. Je pense que j'avais 12 ou 13 ans. Et donc, mon grand frère m'avait ramené, à l'époque, on avait les CD gravés, m'avait ramené un CD qui était le premier CD de Tiken Jah Fakoly, pour ceux qui connaissent, La Mangé Crassi. C'est bête, mais ça a été, d'une certaine façon, une première ouverture culturelle à un continent que je ne connaissais pas du tout. Je veux dire, à 12-13 ans, on s'intéresse peu aux problématiques, je veux dire, internationales, aux problématiques de développement. Et en fait, cet album, ce CD, a ouvert derrière plein de questions, a ouvert des recherches et m'a permis de planter des graines en me disant, ouais, au final, bon, c'est un peu immature, mais oui, le monde n'est pas juste, ok, et il y a des problématiques fortes, et je me suis dit rapidement que j'avais envie de travailler là-dessus. Et donc, quand je suis rentré en école d'ingénieur, la première chose que j'ai cherché en arrivant, c'est un stage sur le continent. Et en fait, le premier stage que j'ai trouvé, c'était dans une petite ONG au Burkina Faso. Et j'ai passé en fait 5 mois dans un village, donc sans eau, sans électricité. Je travaillais pour grosso modo une ONG et la mairie de ce petit village, euh, pour travailler sur le plan d'électrification du village. Je ne vais pas dire que c'est venu un peu par hasard, mais je m'intéressais, on va dire, aux besoins de base, accès à l'eau, accès à l'électricité. Je n'avais pas vraiment pris de décision sur ce qui m'intéressait, mais voilà, forcément, ça a planté une deuxième graine importante là-dessus. Et en fait, j'avais pas forcément une idée claire sur comment on aborde ces problématiques, puisque historiquement, l'énergie, l'accès à l'électricité, c'est plutôt un sujet d'ONG. Et la vision un peu passéiste, c'était de dire, bon, l'Afrique est pauvre, il faut les aider, il y a des ONG pour aider. Mais en fait, je me suis vite rendu compte, justement, en travaillant, entre autres, pour un peu des ONG ou des projets de développement, en fait, quand on travaille pour une ONG, on passe son temps à quémander de l'argent, d'une certaine façon, et on n'est pas libre d'entreprendre, de créer. Et au final, on a beaucoup de barrières. Et entre l'argent qu'on a et l'impact réel qu'on a, il y a au final de gros écarts et souvent beaucoup de pertes. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en parallèle, donc j'ai poursuivi mes études, j'ai fait un master à HEC en développement durable et en entrepreneuriat social, la chaire Social Business d'HEC, dans lesquelles il y a entre autres Mohamed Younous, qui est l'inventeur, entre guillemets, du microcrédit, où j'ai découvert un peu le principe du social business, impact business, on peut y mettre le mot qu'on veut, qui est vraiment cette idée d'utiliser l'outil de l'entreprise, donc du business, mais de pas uniquement viser le profit en tant qu'entreprise, mais traiter une problématique sociale, traiter ouais, une problématique parfois environnementale. Pour moi, ça a été un vrai déclic en me disant, ah, mais ça réconcilie, on va dire, la partie justement d'impact, la partie de traiter des problématiques sociales avec le business
parce que la posture de l'ONG, qui, entre guillemets, quémante, c'est peut-être pas le bon mot, mais du moins qui est dépendante de subventions, de politiques publiques, et au final qui est dans un grand jeu qu'elle maîtrise que peu, bah, on sort de ce contexte-là et on structure un business qui donc, s'il est rentable, peut grossir et multiplier son impact. Voilà, donc pour moi, en plus, donc l'énergie, après, ça c'est devenu logique parce que pour moi, l'énergie, c'est un peu la base de tout quand on veut faire du développement. Pour moi, il y a trois choses qui sont fondamentales. Il y a les télécoms, généralement même qui arrivent avant l'énergie, parce que sans télécom, même, on ne peut pas vraiment faire d'énergie pour tout ce qui est mobile payment, etc. Il y a l'électricité. Bon, il y a aussi le sujet des routes. Je ne le traite pas parce que je le maîtrise. Enfin, c'est pas que je le maîtrise pas bien, mais c'est une autre expertise. Mais donc, sans électricité, on ne peut pas faire d'éducation, on ne peut pas faire de développement économique, on ne peut pas faire de santé, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment un peu la clé du moteur, quoi. Voilà. Euh, et donc, voilà un petit peu comment j'en suis arrivé après un parcours, on va dire, classique d'étudiant, à me lancer d'une certaine façon un peu, euh, enfin, à me lancer dans l'entrepreneuriat sans vraiment d'expérience réelle du terrain, parce que c'est vrai que j'avais fait quelques stages en Afrique, au Sénégal donc, et surtout au Burkina Faso, mais c'était des stages, on va dire, d'étudiants, donc j'avais un peu compris le contexte, mais ça vient pas en quelques mois. Donc je me suis lancé en fait en 2010 avec cette idée de station énergie. En fait, faut s'imaginer que 2010, les débuts des années 2010, donc comme je le disais, l'électrification était quand même grandement dominée par les ONG. Et le fait d'arriver avec un modèle plutôt entrepreneurial du sujet, on était un ovni, quoi. Parce qu'il n'y avait pas spécialement de structure ou de financement adapté à une entreprise. Vu qu'on est une entreprise, on ne peut pas obtenir des subventions. Et au final, euh, enfin, il y avait que les ONG qui arrivaient à récupérer des subventions pour pouvoir déployer, on va dire, des projets. Donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau, un peu disruptif, qu'on a essayé de créer. Et donc, en quelques mots, le modèle de station énergie, cette idée, c'était l'idée de faire des kiosques solaires multiservices un peu sur le concept du principe de la location de la bouteille de gaz. C'est-à-dire que bon, dans beaucoup de villages ou même en ville, mais les gens louent une bouteille de gaz pour avoir entre guillemets du feu pour pouvoir cuisiner. Ok. Et l'idée était de faire la même chose avec l'électricité. On utilise une petite batterie qui était packagée et on l'a rechargeait et ça permettait de pouvoir accéder à la lumière, recharge de téléphone, petite télé, etc. Faut comprendre que c'était quand même quasiment avant, enfin c'était avant le Solar Home System. C'était à peu près en même temps avec le Solar Home System. Donc l'idée était assez innovante. J'avais entre guillemets beaucoup de succès dans les concours entrepreneuriaux. Tout le monde aimait l'idée, la trouvait sur le papier intéressante, l'impact était logique, mais en fait il y avait énormément de freins structurels. Donc, comme je le disais, les financements, il n'y avait pas vraiment de mécanisme structuré. Ça a été quand même très difficile d'avoir accès à du capital. Donc, j'ai réussi, par la chance d'être un peu un pied en Europe, à lever des fonds. Euh, et puis également, on était, comme je le disais, d'un point de vue technologique, on était encore à une époque où le coût du panneau solaire était au moins 2 fois plus élevé qu'aujourd'hui. On était sur principalement des technologies type batterie plomb. Le lithium n'était pas encore arrivé, ce qui a permis vraiment de changer la donne avec une baisse du LCOE, c'est-à-dire du coût complet de production d'énergie. Et puis, en 2010, c'était vraiment, enfin, je ne vais pas dire le début, mais le mobile money n'était pas généralisé comme il l'est aujourd'hui partout en Afrique de l'Ouest. Et donc, quand on a commencé, en fait, il n'y avait pas de paiement mobile money, il n'y avait pas toutes ces passerelles entre potentiellement une plateforme, un agrégateur technologique qui permettrait de faire payer les clients en mobile money. C'était, voilà, donc tout ça fait qu'en termes de time to market, globalement, on était beaucoup trop en avance. Donc, le mot poli pour dire ça, c'est pionnier. Pionnier, ça veut dire que vous êtes trop en avance et en fait, en time to market, vous êtes mauvais. Donc, dans un marché qui n'était pas prêt à se développer. Cependant, bon, bien sûr, moi, ça m'a permis
de pouvoir avoir une vision quand même globale du marché de l'électrification rurale. Parce que, bon, ça c'est aussi une des erreurs, mais j'ai testé beaucoup de choses. Donc ce concept de base, c'était ce que je voulais faire. Mais en même temps, on a essayé de faire un peu de solar home system qui commençait. On a travaillé sur des installations autonomes. On a eu un peu une vue 360 degrés. Et puis, il y avait dans ce modèle de station énergie, il y avait comment dire, une dynamique qui était intéressante. C'était au-delà de vendre de l'énergie, notre idée, c'était vendre du service. Donc la location de batteries, mais on avait aussi développé du Wi-Fi, on louait des espaces francs, on installait des frigos, des congélateurs. Un peu, c'était ce qu'on maintenant on appelle de façon dans le jargon, les PUE, les Productive Use of Energy, c'est-à-dire le développement des usages productifs à partir de l'énergie. Parce que vendre de l'énergie brute, il y a peu de valeur ajoutée. L'idée et l'objectif, c'est bien que on utilise de l'énergie, c'est une donnée de base, en fait, l'énergie, pour en faire du service. Donc, que ce soit du froid, que ce soit des télécoms, que ce soit des machines, de l'artisanat, etc. Ok. Voilà, donc en gros, j'ai développé Station Énergie à peu près pendant 5 ans. J'ai pas réussi à le développer aussi rapidement que je voulais. Et après, bon, je me suis pas acharné d'une certaine façon. Et je pense que ça, c'est quand même une leçon, hein, c'est que le marché est sans pitié, hein. On récompense pas les idées brillantes, hein. On récompense les projets qui se déploient, les modèles exécutables, réplicables. Voilà, même si votre projet sur le papier il est très beau, s'il ne peut pas se déployer, c'est pas possible. La deuxième, c'est que, euh, comme je le disais, aller plus dans les détails, ça c'est quelque chose en tout cas que j'ai appris plus tard, le fait de ne rien laisser au hasard et de rentrer vraiment les mains dans le cambouis, hein, sur tous les détails d'un business pour pouvoir être sûr en termes d'opération, on maîtrise toute la chaîne. Ensuite, bien sûr, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même une excellente école parce que, surtout quand on est jeune, c'est un accélérateur en termes d'apprentissage. On touche un peu à tout dans l'entreprise, même si on connaît rien, parce qu'on sort des études d'une certaine façon. Mais on est obligé de toucher bah, forcément au commercial, aux finances, au management, à la technologie, à la stratégie. Et on devient quand même un bon couteau suisse d'un point de vue professionnel. Et le dernier point, c'est le développement de son réseau. C'est comme à l'époque, il n'y avait pas entourage. Donc, je veux dire, l'entrepreneuriat nous pousse à sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller vendre son projet, hein, ou vendre son entreprise, son produit. Et ça, c'est clé, particulièrement en Afrique. Les choses se font beaucoup par réseau et c'est vraiment important de le travailler parce que c'est souvent les affaires ou les opportunités se créent plus par réseau qu'autre chose. À l'inverse, peut-être de l'Europe qui va être un marché plus structuré où les règles voilà, sont parfois un petit peu différentes. Voilà, donc ça a été mon expérience de station énergie. Euh, Bien sûr, toujours difficile, hein, un échec entrepreneurial. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec toi. Je me suis dit, bon, c'est vrai que dans l'entourage, vous avez quand même des piliers, des boss, comme on dit, hein, de l'entrepreneuriat ou du succès. Bon, quand on voit ces profils, on a l'impression, et je suis sûr que c'est pas vrai, hein, mais on a l'impression qu'ils ont eu que des succès. Je pense que Exact. c'est un peu, en fait, n'importe quel entrepreneur à succès a généralement eu beaucoup d'échecs. Et en fait, c'est la répétition de ces échecs qui fait que les compétences se développent, l'expérience se renforce et que on peut obtenir des succès à terme. Hein, il y a les quelques exceptions de la tech américaine sont vraiment, en fait, déforment un peu la réalité. Mm. Mais moi, donc forcément, j'ai vu, surtout quand on s'investit dans un projet entrepreneurial de manière forte, ça comme un échec, psychologiquement, c'est pas toujours facile. Et en fait, moi, je l'ai vécu en me disant, quasiment du jour où j'ai arrêté, j'ai voulu repartir. Bon, il y a eu différentes choses, mais il a fallu analyser.
Ça n'a pas été tout de suite parce que l'analyse, en fait, elle a besoin d'abord de digérer d'une certaine façon l'échec, mais par contre, tout de suite de rebondir. C'est un peu l'image de quand on a son premier accident de voiture, il faut reprendre le volant dès le lendemain, quoi, pour pas que la peur s'installe. Et je pense que l'entrepreneuriat, il y a un peu cette logique. Alors, les choses sont différentes, hein, mais et donc en fait, bon, il y a deux choses. C'est un, bon, j'avais plus de sous puisque j'avais perdu l'argent de mes investisseurs, mais aussi un peu de ce que j'avais. Donc, j'avais la chance d'avoir quand même développé un bon réseau à Abidjan, entre autres. Et je pense qu'il faut aussi savoir faire la différence entre l'échec d'un projet et l'échec personnel. Je veux dire, c'est pas parce qu'on rate un projet qu'on doit remettre en cause sa personne, ses compétences qui sont fondamentales. On a peut-être eu soit une mauvaise idée, soit on l'a mal implémentée. Voilà, mais il ne faut pas aller non plus se remettre complètement en question. Donc, je pense que ça a été important de tout de suite rebondir et j'ai eu la chance de rebondir avec Vinci Énergie, donc qui était basé à Abidjan, avec un rôle un peu de business développement pour Vinci Énergie. Et pour la petite anecdote, donc le jour où j'ai signé chez Vinci Énergie, je suis allé à la banque, j'ai pris un prêt de 20 millions de francs CFA, donc 30 000 euros. J'ai remboursé à peu près 10 000 euros de dette que j'avais sur Station Énergie. Et avec les 20 000 euros, j'ai lancé The Pasta Bar, donc avec un ami. Donc c'est un bar à pâtes, rien à voir, c'est pas un gros projet entrepreneurial. Mais ça nous a permis, enfin, surtout moi, lui, il avait deux choses, mais en tout cas, c'était une idée que j'avais depuis pas mal de temps. J'aime bien faire cuisiner les pâtes mes origines italiennes. Et voilà, j'avais cette idée et je me suis dit, c'est un bon, c'est quelque chose qui est sympa pour pouvoir se remettre en selle sans prendre de risques. Et on en a fait un projet qui était quand même sympa. C'était le premier bar à pâtes d'Abidjan à l'époque, qu'on a lancé en 2017, je pense. Voilà. Et en parallèle, bon, ben, donc j'étais chez Vinci Énergie et ça m'a permis de pouvoir m'ouvrir sur le marché des infrastructures énergétiques, sur des beaucoup plus gros projets, des postes de transformation, de la ligne, l'énergie dans le bâtiment, et vraiment voilà, changer un petit peu d'échelle. Et en effet, en parallèle, j'ai pu en faire un peu le bilan de Station Énergie. Et je pense que c'est ce parcours qui combine l'entrepreneuriat, la tech, l'énergie, bien sûr, la technologie, on va dire, dans l'énergie, qui m'a permis de me bâtir un petit peu une légitimité dans le secteur. Parce que le secteur de l'énergie et de l'électrification rurale particulièrement, c'est pas non plus, c'est une niche, hein, c'est pas même si le besoin, on parle de 600 millions de personnes à électrifier, aujourd'hui, les expertises sont assez rares et ça reste un marché qui est vraiment en devenir. Et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre WeLight. Et en fait, WeLight, ça s'est fait parce que c'était des contacts que j'avais créés pendant que j'avais Station Énergie en tant que jeune entrepreneur. Et WeLight, c'était vraiment, on va dire, la concrétisation de la vision que j'avais chez Station Énergie pour pouvoir vraiment faire de l'impact dans l'électrification rurale avec une approche quasi, on va dire, industrielle, une vision large du sujet. À l'inverse, comme je disais au début, des projets ONG qui sont des petits projets qui sont très très bien, mais dont l'ampleur reste souvent, on va dire, limitée. Et donc, WeLight, c'est une entreprise qui est née de trois acteurs. Le groupe Axian, donc qui est un groupe panafricain basé plutôt à Madagascar. Entre autres, ils sont dans les télécoms avec Yas, qui est un opérateur télécom dans pas mal de pays. Sagemcom, plutôt un industriel français et qui est déployé en Afrique beaucoup sur le déploiement des tours télécoms, entre autres, la fibre optique, etc. Et Norfond, c'est le fonds souverain norvégien. Et en fait, le projet, il est né entre Axian et Sagemcom, à installer des tours télécoms un peu partout en Afrique. Et souvent, les tours télécoms, surtout en milieu rural, c'est le seul endroit du village où il y a de l'électricité pour faire tourner la tour télécom et donner le réseau. Et en fait, de cette tour télécom, justement, moi j'avais aussi travaillé là-dessus, on essayait de trouver des solutions, comment on peut électrifier le village, etc. Ça n'a jamais vraiment marché entre le télécom et l'électrification,
Mais en tout cas, ça a fait naître des idées entre Action et Sagemcom. Ils ont décidé de lancer WeLight et je les ai rejoints comme ça pour prendre le développement commercial de l'entreprise et structurer oui, tout le département commercial, que ce soit la vente, le marketing, la relation client, etc. Donc WeLight, on est un petit opérateur d'énergie. Quand je dis petit, parce qu'il faut rester humble, on fait ce qu'on appelle du mini-grid, du mini-réseau solaire. Et donc, on installe des centrales solaires hybrides dans les villages, des réseaux, comme on voit là sur l'image, des compteurs chez les clients qui achètent de l'électricité comme chez un opérateur, on va dire, classique. Mais ce qui en fait un modèle vraiment de rupture, je pense que, bon, alors, comme je l'ai dit, dans notre marché, historiquement, c'était plutôt des approches de l'électrification type ONG, c'est-à-dire beaucoup de subventions pour financer le CAPEX, pour financer les investissements, et des coûts de vente de l'énergie très bas euh, pour essayer d'apporter, on va dire, le service le plus abordable possible. Mais au final, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, parce que si derrière votre modèle économique n'est pas viable, ben, au final, c'est pas pérenne et vous n'arrivez pas à bien opérer avec la qualité de service nécessaire. Et donc, chez Willite, on a pris complètement, d'un point de vue business model, le contre-pied de ça en disant, on veut développer un modèle d'électrification qui marche sans subvention. OK? Donc, on investit nous-mêmes sur fonds propres ou avec de la dette sur des centrales solaires. On électrifie les gens et en effet, on facture au prix réel du coût. OK? Donc, on n'a pas des gros IRR, etc. Mais on aligne les coûts. Voilà. Par contre, on a une vision d'échelle. On ne veut pas faire deux, trois villages. On veut en faire des centaines, voire des milliers pour pouvoir avoir un effet volume, réduire les coûts et avoir comment dire, une excellence opérationnelle en termes de qualité de service. Voilà. Et c'est vraiment cette vision qui a permis, on va dire, à WeLight de prouver ce modèle et de prouver que l'électrification rurale aujourd'hui peut marcher. Et la dernière chose, c'est que en termes de time to market par rapport à ce que j'ai fait avec Station Énergie, on peut dire qu'aujourd'hui, on est aligné avec le marché dans le sens où les financements sont enfin là. Il y a de grandes initiatives qui se lancent sur l'Afrique avec entre autres l'initiative M300 pour ceux qui en auraient entendu parler. Donc avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement avec des solutions de financement beaucoup plus adaptées à notre secteur. La technologie est là. Donc aujourd'hui, on vend uniquement en prépayé. Tout est en mobile money, donc on est en mode cashless. Également, on a des systèmes de digitalisation qui permettent de manager toutes les équipes commerciales sur le terrain, de pouvoir traquer un peu ce qu'on appelle du task management, c'est-à-dire vraiment manager les tâches de nos agents, parce qu'aujourd'hui, on a 400 agents qui sont sur le terrain. Et bien sûr, ça, il faut avoir des outils de digitalisation pour pouvoir suivre leurs opérations et parce qu'on ne peut pas toujours être derrière eux. Ils sont tous dans des villages qui sont souvent isolés. Et puis, technologiquement, les coûts de production, le LCOE, comme on dit dans le domaine, le coût de production de l'électricité a fortement baissé par la baisse du prix des panneaux solaires, par beaucoup d'initiatives, on va dire, réglementaires dans les pays de détaxer ces projets. Le lithium, on en a parlé un petit peu. Et tout ça fait que on a aujourd'hui des modèles, il n'y a pas que WeLight, il y en a d'autres, des modèles qui se structurent et qui montrent une rentabilité voilà, dans le domaine. Voilà un peu, on va dire, mon parcours de ces 15 ans entre l'entrepreneuriat, les tests, on peut dire aussi un peu une remise en question quand qu'il y a un échec, qui m'ont amené de Station Énergie vers WeLight. Et je pense que WeLight, c'est vraiment un projet qui incarne ce que j'ai essayé de faire avec Station Énergie mais avec cette fois les bonnes conditions de marché et les bons partenaires qui sont nos actionnaires. C'est bon pour la keynote? Bah écoute,
Oui, je ne suis pas allé peut-être assez dans le détail, mais comme je sais qu'après, il y a plein de questions, Très j'en ai bien. gardé sous le pied. Très bien. Non, ben, écoute, merci pour cette keynote. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que je commençais à prendre des notes pour l'étude de cas, vu que tu as abordé les premières parties de ton parcours. Euh, et je crois qu'il y a une petite expérience que tu t'as pas abordée par rapport au Wi-Fi. Parce que je crois Hmm. qu'après Relight, après Station Énergie, il y a eu Pasta Bar et il y a eu Wexo. Nexu, ouais, Nexu, Covisio. C'était entre les deux. En effet, après, bon, j'en ai pas parlé. Bon, fallait que je trouve de la cohérence dans le discours, c'est pour ça. Mais en effet, bon, il y a plein d'autres choses que j'ai essayé de faire. Mais Nexu, c'était juste après Station Énergie, j'ai eu l'opportunité de lancer en fait du Wi-Fi gratuit à Abidjan, dans les maquis. Donc, l'idée, c'était un peu bah, comme dans les aéroports où tu as du Wi-Fi gratuit, tu as une publicité, et en fait, la publicité, d'une certaine façon, paye ton accès au Wi-Fi, pardon. Et donc, on a essayé de lancer ça, on travaillait avec MTN là-dessus, et comment dire, des partenaires, des partenaires. La problématique de ce modèle, sur le papier, c'était top, ça marchait bien, mais en fait, il y a deux choses, c'est que les annonceurs, c'est pas du tout régulier. En fait, tu as quelques événements dans l'année. Tu vois, tu as la Saint-Valentin, tu as Noël, tu as Pâques, etc. Mais en fait, tu as quand même des trous au milieu. Hmm. On avait du mal à trouver, comment dire, assez de régularité dans les revenus des annonceurs pardon, qui permettaient de payer les coûts du Wi-Fi parce que même quand tu n'as pas d'annonceur, toi, tu payes ta bande passante auprès de MTN. Et il y a un deuxième sujet, parce qu'on avait signé un gros contrat à l'époque, parce qu'il y a Heineken qui est arrivé en Côte d'Ivoire avec Brassivoire. Et on avait signé un gros contrat. Et ensuite, je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y a eu un peu une guerre entre le groupe Castel et Brassivoire sur le branding des maquis. Et en fait, Brassivoire, ils ont remis tout l'argent sur le branding et ils nous ont un peu laissé de côté avec ce projet pour lequel, au début, ils étaient partants. Donc, c'était assez dépendant. J'ai fait ça à peu près pendant une année avant de rentrer chez Vinci Énergie. Très clair. Ok, non, je voulais quand même faire une petite parenthèse sur cette expérience pour montrer que voilà, tu as quand même eu trois expériences différentes dans l'entrepreneuriat avant d'intégrer WeLight. Et même là, tu l'as dit tout à l'heure, WeLight, tu l'as intégré à travers des contacts que tu as eu à Station Énergie. Donc, pour montrer que rien ne se perd, au fait. Tout se transforme. Ça dépend de la manière dont chacun valorise l'expérience entrepreneuriale. Totalement. Et je pense que ouais, c'est pour ça qu'avec le recul aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait Station Énergie. Et même si ça ne s'est pas passé comme je l'avais souhaité, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être à la place à laquelle je suis et d'avoir cette expérience pour éviter de refaire les erreurs hein, d'une certaine façon. Voilà. Et C'est puis, ça. l'autre chose, c'est que il faut, il faut dire que le marché de l'énergie, n'est pas un marché sur lequel il est facile d'entrer avec peu de capitaux. On est quand Voilà. même en train de parler d'un marché d'infrastructure. Donc, moi, c'est pour ça que ce que je fais avec WeLight, ce qu'on appelle les mini-grids, les mini-réseaux solaires, bon, alors d'une part, ça existait quasiment pas en 2010 quand je me suis lancé. Il y avait quelques pilotes qui avaient été lancés aussi, pareil, plutôt par des ONG. Mais on parlait de fonds qui étaient quand même importants, juste pour donner un ordre d'idée. Chaque village, nous, qu'on investit, on investit 250 000 euros à peu près en CAPEX, en investissement. Et les retours sur investissement sont très longs. Donc, on est un business, mais on a un impact business. Donc, on a des retours à 7 8 ans. Donc, on a la chance d'avoir des actionnaires qui ne cherchent pas une grosse rentabilité sur WeLight, mais vraiment autre chose, de l'impact. Et c'est ça qui les drive. Parce que si on est dans une pure, on va dire, logique de rentabilité, on ne ferait pas, enfin, je veux dire, on ferait pas ce qu'on fait, quoi. Et c'est sur quoi, du coup, on a développé l'étude de cas sur comment Alexandre Castel a bâti un modèle commercial résilient qui alimente 200 000 personnes en énergie propre en Afrique. Parce que dans ta keynote, tu as déjà abordé la partie ton parcours. Mais c'est sur quoi je veux mettre un accent, déjà pour moi, même pour bien comprendre, parce qu'on a beaucoup insisté sur ton parcours entrepreneurial. Tu as Mhm. intégré WeLight et aujourd'hui tu évolues au sein de WeLight en tant que directeur commercial et ton parcours est encore en train de se construire au sein de WeLight. J'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu partages la même vision que moi? Mais j'ai l'impression que même au sein de Relight, à travers le rôle qui est le tien en tant que directeur commercial,
tu as quand même cette casquette entrepreneuriale parce qu'on te laisse la main pour aller mettre en place ces différentes stratégies sur le terrain avec des équipes beaucoup plus robustes maintenant, vu qu'il y a beaucoup plus de moyens. Et donc, ma question, ça va être, quels ont été les moments décisifs ou les influences majeures de ton parcours entrepreneurial qui façonnent aujourd'hui ta vision entrepreneuriale au sein d'une entreprise? Bah oui, c'est un bon point. En effet, Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, en petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions, et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs. Passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.